Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier événement de Talk Up. Bienvenue sur la plateforme Livestorm pour celles et ceux qui la connaissent. Nos intervenants sont déjà prêts. Je ne vous le cache pas, on était déjà en train de se préparer avant de passer en direct. Bonjour Grégoire, bonjour Geoffrey, bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Je vais vous rappeler un petit peu les contours de cet événement, un événement particulier puisque c'est le premier, je pense, d'une longue série, je l'espère. Ça va être suivant vos retours aussi également. Gifteo, qui est la plateforme d'avantage de CE externalisé pour les TPE et PME françaises, a décidé de lancer Talk Up. Talk Up, c'est en fait un événement, c'est en fait un rendez-vous qui est donné régulièrement. Donc, on va essayer de se tenir sur un événement qui est mensuel. On le lance aujourd'hui en digital. Donc, on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Geoffrey, Jonathan et Grégoire, qui ont tous les trois une expertise à partager sur la thématique de la marque employeur. On va être ensemble pendant un peu plus d'une heure. On va faire un tour de table d'une vingtaine de minutes avant de pouvoir traiter les questions-réponses. Sur la thématique de la marque employeur, on va la prendre sous 3 angles différents. C'est un peu tout le long de l'expérience collaborateur. Comprendre la thématique en amont, ensuite l'intégration, l'onboarding, et ensuite faire vivre cette marque employeur en interne comme en externe pour la faire rayonner. Et donc, le but, c'est de pouvoir partager, échanger avec vous. Donc, vous avez la possibilité d'échanger sur le chat, mais moi, je vous encourage, si vous avez des questions, et on va les traiter après l'heure de présentation, sur l'onglet « Questions » qui est directement dédié. Et on aura plaisir, du coup, à pouvoir y répondre. On va commencer avec Jonathan. Geoffrey pourra ensuite prendre la main et on terminera par l'intervention de Grégoire. Ce qu'il est possible déjà de faire, c'est, Jonathan, de te donner la parole, que tu puisses rapidement te présenter, qu'on en sache un petit peu plus, et puis sur quoi va parler ton intervention. Oui, très bien. Merci beaucoup, Aymeric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jonathan Tilly, directeur du développement au sein de Référence DRH, qui fait partie du groupe Référence. Le groupe Référence est spécialisé dans la mise à disposition de directeurs sur le modèle du temps partagé augmenté, et cela depuis 2009. Aujourd'hui, le groupe Référence est plus de 200 collaborateurs à travers la France. Et nous intervenons sur des fonctions qui sont aussi bien des fonctions de DSI, de directeur marketing, de directeur administratif et financier, DRH, et on a aussi une division conseil. Donc, cet accompagnement nous permet d'être au cœur de la vitalité des PME françaises. Donc, il y a plus de 700 entreprises aujourd'hui qui ont fait confiance au temps partagé augmenté. Donc, on a un écosystème aussi qui est important, puisqu'en étant directeur au sein de PME, on doit faire appel à des prestataires de qualité. Et c'est pour cela que, justement, on a été mis en relation via Grégoire et puis aussi rencontré avec Geoffrey, puisque dans le domaine du RH, vous savez bien qu'un directeur, quand il arrive au sein d'une PME, sa qualité, ce n'est pas que sa personne et ses compétences, c'est aussi tout son écosystème. Donc, nous sommes extrêmement friands de ce type de relation de qualité avec des prestataires de qualité que nous avons aujourd'hui autour de la table pour pouvoir parler d'un sujet spécifique pour vous, que vous soyez aussi bien des RH, directeur marketing ou dirigeant d'entreprise, à savoir la marque employeur. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça touche tout le monde. C'est ça qui est intéressant sur cette thématique-là, ouais. C'est que ça intéresse tout le monde. Ouais. Ça intéresse absolument, ça intéresse tout le monde et parfois il y a beaucoup de confusion sur ce que ça veut dire, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on entend derrière par marque employeur. Donc, ma fonction aujourd'hui, c'est plutôt dresser le portrait large de la marque employeur et après, effectivement, avec Geoffrey et Grégoire, on va rentrer dans le détail avec des solutions très, très spécifiques. Mais déjà, allons-y sur la définition de la marque employeur. Alors, quand on parle de marque employeur, il y a plusieurs définitions qui traînent un peu partout. Il n'y a pas une définition officielle. Aujourd'hui, on pourrait la définir comme ceci. C'est l'ensemble des actions mises en œuvre pour traiter les enjeux d'attractivité et de rétention des collaborateurs de l'entreprise, dépendant de son image et de sa réputation. Quand souvent j'ai des clients, je leur demande au sujet de votre marque employeur où vous en êtes, 8 fois sur 10, c'est pas 9 fois sur 10 en fait, ils disent c'est quoi la marque employeur? Et alors, quand certains me disent, les autres me disent, en fait, oui, c'est bon, mais en fait, ils comprennent pas le sens. Alors, souvent, je change. Alors, c'est un peu réducteur, mais je parle de votre notoriété en tant qu'employeur. Quand on utilise le terme notoriété, à ce moment-là, ils se disent, ah oui, en fait, la marque employeur, c'est pas avoir un logo spécifique, c'est pas avoir un branding, un slogan spécifique, c'est en fait la notoriété.
Et dans ce type de sujet, la plupart des entreprises et surtout des PME qui sont pas en veille ou en tout cas n'ont pas entrepris une démarche profonde sur le sujet, sont dans une démarche de diffusion de la marque, mais plutôt le côté corporel, le côté institutionnel, avec une présentation de l'offre, des services, des clients. Et le but, c'est de communiquer au maximum sur la qualité ou des services ou des produits de l'entreprise. Ça, c'est effectivement, c'est toute la stratégie de marketing et de communication d'une marque d'une entreprise. Et quand on parle de la partie employeur, souvent, vous allez chercher, eh bien, là, vous allez peut-être avoir un onglet, nous rejoindre, et puis vous avez une adresse email pour postuler. Et là, c'est oublié. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Comment ça s'entend? Eh bien là, ça, c'est plus du tout aussi clair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les candidats? C'est-à-dire que les candidats et même pour les collaborateurs, c'est la marque employeur. Et il y a un enjeu pour vous, c'est ce qui va faire l'attractivité de l'entreprise. Ça va positionner l'entreprise comme un employeur de choix ou un employeur de référence et ça va développer sa notoriété. La marque employeur crée un a priori favorable vis-à-vis des candidats et suscite leur curiosité et leur intérêt. Il y a des marques qui, pour certains, sont des favoris. Alors, ça dépend de vos secteurs, bien entendu, mais je vais aller sur du consensus. Si je dis Apple, être recruté chez Apple, bon, à part si on est aficionado de Samsung et qu'on ne va pas entendre d'autres marques, on s'entend et on entend logiquement que c'est un employeur de choix, comme par exemple Google qui travaille beaucoup sur la diffusion de ce qu'ils sont en train de faire. Pour d'autres, évidemment, votre marque peut être connue sur le marché, mais pas forcément votre notoriété en tant qu'employeur. L'avantage de la marque employeur, c'est que ça facilite le recrutement, puisque vous avez forcément plus de candidats, donc vous avez une augmentation des candidatures spontanées, et surtout, ça joue un rôle important dans la fidélisation des collaborateurs. Quand je fais partie d'une entreprise et d'un employeur reconnu comme étant un employeur de qualité et qui met en œuvre des actions qui sont de qualité pour favoriser le fait que je reste, tout simplement, et que je continue à vouloir rester au sein de l'entreprise et pas partir ailleurs, eh bien ça participe à ce qu'on appelle la marque employeur. Ouais, c'est tout autant pour attirer que pour fidéliser, d'ailleurs. Absolument. Alors, il y a 4 piliers de la marque employeur à connaître. Là, il y a une petite synthèse, c'est que la marque employeur, les frontières sont un peu floues, mais c'est important de le savoir parce que il y a l'identité et on parlait notamment de grandes marques qui ont un a priori favorable, mais il y a l'ADN de l'entreprise, tout ce qui est mission, son histoire, son secteur d'activité, ça c'est ce qui fait l'identité. Donc, vous aurez une marque employeur qui va toucher plus facilement certaines personnes dans certains secteurs. C'est aussi dans l'identité, donc les pratiques RH, ce que vous avez comme pratiques RH et managériales, c'est l'image interne, parce que vous pouvez avoir des pratiques RH et managériales, mais ça ne représente pas forcément ce que pensent les collaborateurs de vous. Ils ne vont pas forcément avoir cette envie de dire, écoutez, tous les jours, vos pratiques RH sont fantastiques, vos pratiques managériales sont fantastiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent dans l'accompagnement des employeurs, souvent certains se disent ouais, mais en fait, on n'a pas une bonne image en interne, c'est pas terrible. Et via les questionnaires et il y a des sondages, on s'aperçoit que souvent, entre 70 et 80% des collaborateurs en France sont fiers de faire partie de l'entreprise. C'est important à savoir. Alors, on connaît le français râleur qui se plaint à la machine à café et qui dit que son chef est toujours pénible et que l'entreprise, elle n'est pas terrible. Mais ce discours, souvent, n'est pas la réalité de ce qui est ressenti et ce qui est perçu par les collaborateurs en réalité, en dehors du regard des autres collègues. Et enfin, il y a la réputation externe. Donc, c'est la représentation que se fait le grand public, les consommateurs et les partenaires de l'entreprise. Pour illustrer, il y avait un exemple, une entreprise, je ne vais pas nommer, je pense que tout le monde va y penser, qui était une entreprise de télécommunications qui avait bonne presse parce que c'était la plus grande de France. Mais lorsqu'il y a eu des suicides à répétition, c'est apparu dans la presse et d'un seul coup, cette réputation externe qui était d'un employeur de choix est passée d'un employeur en fait médiocre. Donc ça peut se retourner très rapidement. Et cette diffusion, aujourd'hui, elle est importante. Donc, il y a aussi un contrôle de l'image qui est renvoyée à l'extérieur. Et on n'est pas en Corée du Nord, on ne peut pas tout contrôler et empêcher la communication. Donc, tout cela, ça vient en fait, des autres piliers aussi, des pratiques RH, l'identité, l'image interne. Et ça se travaille au quotidien.
Comment développer son attractivité? Il y a différents éléments. On va voir évidemment que il y a plusieurs thèmes, bien entendu. On a parlé déjà de la vision, le fait d'avoir des valeurs authentiques qui sont reconnues et partagées, et ça c'est très important parce que les valeurs, j'apprécie notamment lorsque je fais des diagnostics et on fait des diagnostics chez Référence DRH, on pose des questions, quelles sont les valeurs, et à chaque collaborateur on a un avis individuel. Et alors il y a ceux qui sont très scolaires qui reconnaissent et qui vont parler de ceux qui sont affichés parce qu'elles sont affichées. Et puis ça c'est ceux qui vont parler de ceux qui vivent. Et ça, c'est important parce que souvent, il y a des valeurs parfois qui ont été définies il y a 10 ans, mais qui ne sont plus du tout les valeurs de l'entreprise. Et c'est important de régulièrement voir auprès des collaborateurs comment ils imaginent et ils le pensent. Bien entendu, il faut être accompagné parce qu'on ne peut pas appeler et donner des noms de valeurs aussi ou des valeurs qui sont creuses et tout venant pour tout le monde. C'est important aussi de les identifier et de les rendre représentatifs de la spécificité de l'entreprise. Le fait qu'il y ait des projets intéressants, innovants et concrets, le fait qu'il y ait une ambiance, un environnement de travail de qualité, une politique RSE, c'est très important aujourd'hui, bien entendu. Des labels, des certifications, le management qui est ouvert, accessible, le fait qu'on puisse développer ses compétences et bien sûr avoir une rémunération attractive packagée, ça participe à être reconnu comme étant un employeur de choix. Il y a peut-être quelque chose que tu juges le plus important parmi la liste? Il y a, on pourrait dire, en fait, c'est simple. Je prends souvent cet exemple dans les raisons qui poussent un collaborateur à nous quitter. En fait, c'est un tabouret à trois pieds. Il y a toujours le management, c'est universel et ça dépasse les frontières, ça dépasse les années. Au siècle dernier, au siècle d'avant, c'était pareil. Je viens chez au sein de l'entreprise parce que je suis avec un management avec qui je partage des valeurs. Je développe des compétences et je suis payé à mon juste prix marché. Donc, lorsqu'il y a ces trois piliers qui sont présents, le collaborateur reste au sein de l'entreprise. Et il suffit qu'il y en ait deux qui disparaissent pour qu'il parte. Ouais. Et par expérience, vous pouvez poser la question à tous les cabinets de recrutement, les consultants en recrutement, lorsque pourquoi vous voulez partir, il y a forcément deux des trois qui aujourd'hui ne sont plus présents. Donc, souvent, il y a des… On peut parler de ces valeurs. Parfois, je vois aussi certaines sites internet des présentations des valeurs et là, il y a tout un laïus. C'est très, très bien présenté. C'est très explicatif. Par contre, qu'est-ce qu'on développe en compétences? Est-ce qu'il y a de la formation? Est-ce qu'il y a un budget de formation? Est-ce qu'il y a une académie en interne? Tout ça, c'est pas partagé. Et c'est dommage parce que, en fait, c'est ce qui va donner envie à vos futurs candidats de vous rejoindre. Je suis au sein d'une entreprise. Je suis en veille active, comme aujourd'hui 7 cas sur 10, selon les statistiques. Je vais regarder, je vais aller chercher ce type d'informations. Évidemment, il y a des sujets qui sont plus sensibles, aussi générationnels aujourd'hui par rapport aux effets du changement climatique. Il y a la politique RSE, environnementale, ce qui fait, ça va toucher. Mais il ne faut pas oublier le fait qu'il y ait une formation et qu'il y ait une visibilité sur comment ça se passe le management, parce qu'on interagit tous les jours. Déjà dire, voilà, on a un management participatif, régulièrement on fait des réunions d'équipe, vous faites grandir, votre avis est pris en compte. Ça touche tout de suite, en fait, chacun individuellement, parce que c'est universel. Donc, dans la partie qui est la plus importante, c'est marque employeur. Plutôt que de faire des très longs textes ou partir dans quelque chose d'extrêmement complexe, venez déjà donner au moins le trop commun. Ça, c'est important. Pour la partie après communication, évidemment, il ne suffit pas de l'avoir, il faut le communiquer. Et souvent, en fait, cette marque employeur, elle est communiquée que sur le site Internet et pas plus loin. Or, il y a le rubrique classique carrière, mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a les relations écoles, il y a la presse, salon média, les ambassadeurs qui sont les collaborateurs. Et puis, il y a des référencements sur des sites d'évaluation et de comparatifs de société parce qu'on compare votre marque, on donne un avis sur votre marque, on donne un avis sur une nuit d'hôtel ou un restaurant. Et bien, c'est pareil, il y a aujourd'hui des sites qui évaluent en fait votre marque employeur et votre qualité. Et ça, c'est important à le savoir. Si vous n'avez jamais été regarder ce qu'on pense de votre entreprise en tant que recruteur, en tant qu'employeur, faites-le déjà tout de suite. Il y a Google, vous tapez simplement le nom de votre entreprise et après recrute et vous allez chercher l'information. Est-ce qu'on a de la visibilité sur qui vous êtes? Parce qu'on ne va pas aller forcément sur votre site. Et puis surtout, après, les titres d'emploi vont avoir leur importance. Je suis commercial, je ne vais pas taper d'abord le nom de l'entreprise, je vais taper commercial, poste de commercial, recrutement et je vais aller sur ces méta moteurs de recherche d'emploi. Donc, si j'arrive sur, je prends le plus grand qui est Indeed,
et que déjà simplement sur Indeed, vous n'avez pas mis déjà en place votre mini-fiche entreprise, c'est vous qui avez la main en tant que dirigeant, DRH, vous avez la main dessus. Je n'aurai pas d'informations, donc je vais aller chercher. Et ça, on va rentrer d'ailleurs justement dans la logique du parcours. Alors, les avantages économiques, ça c'est un sujet qui est important, c'est que oui, je vais investir dessus, on en parle. Est-ce que c'est pas un effet de mode? Alors déjà, c'est plus un effet de mode depuis très longtemps, mais ça a beaucoup d'apports très économiques, simplement sur la baisse des coûts de recrutement externe. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, et elle doit peut de moins en moins faire appel à la cooptation ou au réseau personnel des collaborateurs. Donc, elle doit diffuser de plus en plus. Et il y a des métiers qui sont en tension, on le sait tous. Donc, pour pouvoir grandir, au fur et à mesure, c'est du temps. Le sourcing est extrêmement chronophage. Dans un recrutement, le sourcing représente 80% du temps. Il ne faut jamais l'oublier que ça c'est la partie la plus importante. Donc, si vous êtes tout seul à aller chercher des candidats, vous n'y arrivez pas au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à des experts parce que c'est leur métier. Donc, vous allez faire appel à des cabinets de recrutement, vous allez payer des sites d'offres d'emploi. Et ça, c'est un budget. Et au fur et à mesure, votre budget va augmenter. D'ailleurs, souvent, une des questions que l'on pose chez la force RH et au niveau du diagnostic, c'est quel est votre budget prestataire au recrutement? Et ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, ils ne connaissent pas du tout. C'est-à-dire, alors qu'il suffit de prendre le total des factures, des honoraires sur une année pour savoir combien ça coûte. Et quand on prend ce niveau-là et qu'après on dit finalement je vais l'investir dans la marque employeur, à ce moment-là vous pouvez diminuer de 50% vos frais de recrutement externe. Là je vous parle en tant qu'ancien consultant en recrutement dans le cabinet, on travaillait, on faisait ça, on était les ambassadeurs de l'entreprise qui ne savait pas assez se mettre en avant. Aujourd'hui, sur certains métiers ultra pénuriques, même les cabinets de recrutement sélectionnent les entreprises en disant c'est quoi déjà votre marque employeur, comment vous présentez, parce que je ne vais pas réussir à vous vendre si déjà vous n'avez pas les fondamentaux. Donc aujourd'hui, même les consultants en recrutement demandent à travailler dessus parce que sinon même eux, ils n'y arrivent pas, c'est pas suffisant. Les avantages, vous avez une baisse du délai de recrutement d'un poste qui est en moyenne de 32 jours aujourd'hui en France, et ça passe de 50%. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est 50% de candidatures qualifiées en plus. Et enfin, sur la rétention collaborateur, les études multiples tournent entre 28 et 35% de rétention. C'est la réduction du turnover, c'est aussi la réduction de l'absentéisme, parce que une marque employeur qui est vécue, qui n'est pas simplement une profession de foi comme ça pour tout le monde, mais qui est effective après dans les actes au quotidien, eh bien ça le fait bosser. Ça le fait travailler, ça fait augmenter la rétention, ça fait diminuer le turnover. On verra ça justement après avec Geoffrey et Grégoire. Si on revient justement sur la partie de la recherche d'un candidat, mettez-vous à la place du candidat. On avait parlé tout à l'heure du parcours. Souvent, il y a un surinvestissement qui est fait sur le site Internet alors que c'est un ensemble. Là, si on prend simplement la phase du parcours candidat, vous commencez aujourd'hui une recherche d'emploi en France, d'abord par utiliser Google. Alors, je suis désolé s'il y a des gens de chez Bing ou de chez Yahoo ici, mais la recherche des sites d'emploi, on passe par là et on va taper des mots-clés et on va tomber sur des sites d'emploi. Et d'ailleurs, ça va être la suite après, donc 84-80%. Et on va avoir des noms d'entreprises qui vont être donnés. Et on va aller chercher, en fait, des éléments sur cette entreprise qu'on ne connaît pas forcément. Votre nom d'entreprise, si vous avez un nom qui est extrêmement connu comme les GAFAM, évidemment, on vous connaît. Pour d'autres, même là-dessus, on va aller chercher ce type d'informations. On va aller chercher sur les médias sociaux, voir ce qui existe. Donc, si on va aller voir votre page LinkedIn, votre page Facebook, votre page Instagram, on va aller se balader parce qu'aujourd'hui, la plupart des Français ne sont pas que sur un réseau social, tout le monde le sait. Vous avez des tonnes d'applications sur votre smartphone, donc ils vont aller dessus. Puis, ils regardent aussi les avis, les commentaires, ce qui s'est passé. Ils vont prendre en compte votre réactivité. Et les vérifications aussi sur l'employeur, c'est se renseigner, est-ce que c'est vrai? Et au final, ça va être l'engagement, c'est de voir l'ensemble des éléments. L'engagement va apparaître sur la marque employeur. C'est est-ce que j'ai tous les éléments, toutes les informations? Et à ce moment-là, je vais passer sur le fait de postuler. Vous voyez, ce parcours-là, c'est 1, 2, 3, 4. Il n'est pas tout récent, mais aujourd'hui, il est plus fort que jamais.
il y a de cela 5-6 ans, quand j'en parlais, on me disait non, c'est bon, il faut pas aller sur Google, ils vont venir sur mon site internet. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, on cherche le maximum d'informations, on veut vérifier, on ne veut pas se tromper parce que ça engage. Et pour cela, on veut s'assurer que l'entreprise est de qualité, respecte nos valeurs, respecte l'ensemble de ces éléments. Ouais. Puis tu parlais des GAFA, c'est pas la taille de l'entreprise qui va faire ta marque employeur. Hein. Ah, non, c'est pas la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, des grandes entreprises, on peine à recruter parce que pour certaines, elles ont une image qui est apparue comme étant très mauvaise auprès de certains candidats et des collaborateurs qui ont mis des avis négatifs, des collaborateurs présents. Et je me souviens d'un client qui se retrouvait avec une note d'1,5 sur 5 sur Glassdoor et qui avait besoin de recruter des profils. Il y avait des personnes qui venaient en candidat, mais qui après déclinaient les offres. Et ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais comment faut faire pour remonter? Alors, quand il y a autant d'avis critiques, là, il faut vraiment repenser sa pratique RH et managériale parce que ça venait à ce niveau-là, vous ne pouvez pas remonter. Au bout d'un moment, il y a le peuple qui est en fait le collaborateur, ils prennent le pouvoir de l'image que vous renvoyez. Donc, c'est votre miroir. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Je pense à Twitter, l'image, elle ne doit pas être bien glorieuse en ce moment, par exemple. À Twitter, voilà. On a l'exemple typique de cet exemple. Alors, on peut être pour ou contre Elon Musk. Là, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais sa pratique RH d'envoyer un email en disant si vous avez reçu cet email, c'est que vous pouvez revenir au bureau, sinon ne venez pas, enfin, ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà, il est apparu comme étant l'employeur le plus détestable du monde en l'espace de quelques semaines, au point que même l'ensemble des internautes sur Twitter ont fait un vote pour savoir s'il devait continuer à être à la tête de Twitter. Et ils ont dit non. Donc voilà, c'est simple que ça. Alors Twitter, c'est un petit aparté dessus. Et c'est très compliqué aujourd'hui. Twitter vit des moments compliqués. C'est un site aujourd'hui d'information et beaucoup de désinformation. Il y a des grandes batailles. Twitter n'est plus ce que c'était il y a 10 ans. Ça a grandement évolué. On pose souvent la question, est-ce que je dois être présent sur Twitter aujourd'hui ou pas? Je mets beaucoup de réserves. Personnellement, autant pour la marque, ok, pour la partie marque employeur, ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des trolls, des gens qui font ça toute la journée, qui n'ont ça à faire. Il y a des robots maintenant qui créent cela, donc qui font des avis défavorables. Donc on ne va pas donner le bâton pour se faire battre. Aller sur les sites sérieux où il y a de la notoriété, où il y a de la qualité, où des personnes vont intervenir. Évidemment, il faut réagir dans ce que vous avez dit. J'avance, parce que je vois le temps, il ne faudrait pas que je dépasse trop mon temps. Alors, j'ai parlé de l'expérience candidat. Là, c'est A2 Marketing qui a fait quelque chose de très, très bien, je trouvais. C'était tout le parcours qui va de l'expérience candidat avec l'expérience collaborateur. Et je pense que d'ailleurs, ça fera la jonction après. C'est que, voilà, on a parlé de l'expérience candidat qui arrive jusqu'au bout d'un moment. Il va même laisser un avis sur le fait d'avoir passé un entretien. Il y en a qui laissent des avis, même s'ils ne sont pas recrutés, sur comment s'est passé l'entretien. Et ensuite, on a le collaborateur. C'est son intégration, c'est sa formation, c'est tout ce qui est team building, c'est les entretiens de carrière, c'est le partage de la connaissance, c'est le fait qu'il y ait des offres au niveau du CSE ou en tout cas au niveau collectif, dialogue social. Je pense que Grégoire interviendra là-dessus. La qualité de vie au travail, est-ce qu'il y a du télétravail? C'est un sujet extrêmement important aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la partie alumni, c'est ceux qui sont des anciens collaborateurs qui peuvent faire partie du club de l'alumni, ceux qui reçoivent aussi des newsletters, la participation aux événements. Donc, vous voyez, la marque employeur, ça ne se limite pas que pour l'expérience candidat. C'est un enjeu, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui apparaissent derrière. Donc, je trouvais que c'était une belle infographie présentée et qui montrait qu'il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient être retenus faisant partie de la marque employeur. Je pense que je peux laisser maintenant, on a parlé de l'expérience collaborateur, je peux laisser la main à Grégoire qui va nous parler de l'enjeu de l'intégration. Il a quelques données, quelques statistiques à partager et puis surtout comment on s'assure d'une bonne intégration puisque pour éviter que tout le travail qui a été fait pour attirer ces candidats ne tombe pas à néant. C'est Geoffrey qui prend le relais. C'est Geoffrey, pardon, excuse-moi. Mais merci pour cette très bonne transition parce qu'en effet, tout le sujet de l'intégration des collaborateurs
c'est quand on a fait tout ce boulot dont tu as parlé, Jonathan, d'une bonne présence sur les réseaux sociaux, d'une belle marque employeur sur le Google, sur Glassdoor, sur Indeed, sur Welcome to the Jungle, sur Instagram, sur LinkedIn, ça en fait beaucoup, c'est beaucoup de boulot. Et ben en fait, il faut pas que tout redescende et qu'il y ait un ascenseur émotionnel qui soit une chute parce qu'il y a rien de pire pour les employeurs comme pour les employés. On va le voir, ça coûte très cher. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer 15 minutes ensemble sur la partie intégration des collaborateurs. Est-ce que tu peux peut-être dire un mot d'ailleurs, Geoffrey, avant de commencer sur d'abord qui tu es? Ouais, merci, Émeric. Je suis le cofondateur de Wobi, qui est une solution digitale pour gérer la vie des collaborateurs dans les sociétés, de l'intégration jusqu'au départ. En quelques secondes, on a créé Wobi parce qu'aujourd'hui, on constate un profond désengagement des collaborateurs dans les sociétés, dans les entreprises. Il y a plein de raisons à ce désengagement. Jonathan en a déjà un peu parlé, Grégoire va en parler après aussi. Mais une des premières, c'est une intégration ratée. Parce qu'on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression et que rattraper une mauvaise intégration, c'est très dur. Donc, on a créé Wobi pour gérer toute la vie des collaborateurs et surtout une superbe expérience d'intégration. Donc, on va voir pourquoi c'est important de faire une bonne première intégration, comment anticiper au mieux l'arrivée. La phase de pré-boarding avant le premier jour, elle est essentielle et particulièrement dans la marque employeur. C'est pas qu'une phase administrative. Au contraire, on verra, il y a d'énormes enjeux d'acculturation déjà à l'entreprise. Et ensuite, une bonne intégration, c'est pas seulement avoir son ordinateur et son poste de travail prêt les premiers jours. Ça dure au moins jusqu'à la validation de la période d'essai, voire jusqu'à la fin de la première année. Et on conclura ensuite justement sur tout ce qui suit et Grégoire prendra le relais. Pour que vous sachiez en quelques chiffres quand même de quoi on parle. Aujourd'hui, en France, 20% des collaborateurs envisagent de quitter leur entreprise dès le premier jour en raison d'un accueil défectueux sur le plan humain, administratif ou matériel. Donc, Jonathan a parlé des coûts tout à l'heure d'un recrutement. Quand on pense que du coup, une personne sur 5 en France aujourd'hui hésite à partir le premier jour, c'est assez alarmant. Au-delà de ça, 62% des collaborateurs qui suivent un bon processus d'intégration, et on va voir ce que c'est un bon processus d'intégration, atteignent leur mission fixée dans l'année contre seulement 17% sur les autres. Donc, quand on parle d'engagement, de productivité et d'acculturation, en fait, on est là. Et puis après, l'onboarding est un levier pour fidéliser les salariés, puisque on augmente de 69% les chances que les nouvelles recrues qui ont un bon process d'intégration restent dans l'entreprise plus de 3 ans. Ça, ce sont beaucoup d'études de Easy Recruit, de plein d'organismes que je vous invite à consulter. Enfin, voilà, les 8 premiers jours sont critiques et vraiment, c'est là où les nouveaux salariés décident de rester dans l'entreprise de manière consciente ou non. Donc, pourquoi est-ce essentiel de faire une bonne première impression? Parce que Jonathan a beaucoup parlé du recrutement et ça vient pas de nous, ça vient d'un client qui nous a dit ça il y a pas longtemps. Recruter, c'est au mieux faire 50% du chemin. En réalité, c'est souvent 20 ou 30% où on a donné beaucoup d'efforts, mais où en fait tout commence. C'est un enjeu économique et de développement majeur. On l'a vu pour l'atteinte des missions tout à l'heure, mais aussi et Jonathan, tu en parlais tout à l'heure sur le calcul des coûts d'un recrutement. Le calcul des coûts d'une intégration ratée est quasiment jamais fait. Mais quelqu'un qui part à la fin de sa période d'essai, après 4 mois de salaire pour l'entreprise, c'est 4 mois de salaire perdu, parce qu'au final, il n'y a pas eu vraiment de production. 4 mois de salaire perdu, chargé, il faut vite faire la moyenne, mais on tombe très vite à 15 ou 20 000 euros. Sans compter les différents accès logiciels, éventuellement les voitures fonction, les téléphones, les cartes, les ordinateurs, et sans compter le temps passé à former, à intégrer, on tombe très vite à 25 ou 30 000 euros et on s'en rend pas compte parce que ce sont des coûts qui ne sont pas visibles. Donc, c'est essentiel de continuer ce travail, de
bien recruter, bien intégrer et ensuite bien fidéliser ses collaborateurs. Donc, on en a parlé, les 5 piliers d'un bon onboarding. Au final, l'administratif et le juridique, c'est une partie, donc c'est 20% au final d'une bonne intégration. Et un énorme aspect culture d'entreprise, comprendre les missions de l'entreprise, comprendre pourquoi les dirigeants donnent autant d'efforts pour aller là où on veut aller, quelle est la vision de la direction, quelles sont les valeurs de l'entreprise, le management, comment il fonctionne. Et ça, c'est aussi la marque employeur. Jonathan t'en a parlé tout à l'heure du management. Créer une culture du feedback dès le départ avec des questionnaires le premier jour, comment s'est passée ta première journée, la première semaine, rapport d'étonnement à un mois, euh, entretien de mi-période d'essai, des feedbacks qui soient de cette manière formelle ou informelle. Et ça, c'est aussi la marque employeur. C'est comment on grandit ensemble et comment on arrive correctement à se dire les choses. Parce que oui, on est dans un cadre de travail, mais aujourd'hui, et on se rend compte, les gens ne veulent plus avoir des relations comme celles qu'on pouvait imaginer il y a une vingtaine d'années. On est plutôt dans un partage, dans une montée en compétences. Ça fait le lien avec le pilier suivant, monter en compétences sur la formation, sur les outils, sur le métier, ça aussi, marque employeur, et enfin, cohésion sociale, et notamment dans un contexte de travail hybride ou de full télétravail, où on arrive dans une entreprise, et on est entouré d'individus. Donc, une bonne intégration permet aux nouveaux arrivants de bien connaître tout son écosystème et les gens avec qui il est amené à travailler. On va voir comment on peut activer tout ça. Tu parlais des coûts cachés ou tu parlais des coûts d'un recrutement qui est raté ou d'un départ de collaborateurs. Une Je pense que mauvaise intégration, ouais. il y a aussi beaucoup de coûts cachés dans la cohésion sociale. Parce que je pense que ça fait aussi des dégâts dans la cohésion sociale de voir des recrutements ratés, de potentiellement s'attacher à des collaborateurs qui vont partir. Tu vois, je pense qu'il y a aussi quelque chose là-dessus qui n'est pas quantifié. Ouais. Ah t'as raison, c'est hyper vrai. Et d'ailleurs, c'est le titre qu'on a donné à cette partie. Vos salariés sont vos premiers ambassadeurs, embarquez-les. Euh, Si on voit quelqu'un partir ou plusieurs personnes partir à la fin d'une période d'essai, que ce soit même un départ voulu ou subi pour l'entreprise, euh, ça crée en interne quelque chose qui va pas plaire. On parlait tout à l'heure des coûts du recrutement, la cooptation, et on en parlera plus tard, et c'est un gros sujet lors de l'intégration. La cooptation peut être un super levier de recrutement et un super levier pour la marque employeur. Mais il faut bien savoir le faire et il ne faut pas que la personne qui est dans l'entreprise se dise non, je vais pas coopter quelqu'un que je connais parce que je vois comme les intégrations sont réalisées et comme on apporte peu d'intention à la personne, ça va pas le faire. Pour revenir juste sur anticiper au mieux l'arrivée, toute cette partie de pré-boarding, j'en ai parlé en introduction, elle est essentielle dans le développement justement de la marque employeur parce que la partie pré-boarding aujourd'hui, c'est vraiment la partie dans la majorité des entreprises qui est une partie administrative. On a passé les entretiens de recrutement, on s'est dit oui, ou plutôt le candidat nous a dit oui, parce que c'est toujours le candidat qui dit oui à l'entreprise et à un mail qui a été fixé, qui a donné tout le cadre. Et puis généralement, qu'est-ce qui se passe? On a 1 à 3 mois de latence entre les deux, où le candidat ou la nouvelle recrue est excité, elle a l'idée de démarrer un nouveau job. Mais à part une signature de contrat et quelques éléments sur envoie-nous un RIB, une pièce d'identité, est-ce que tu as des enfants, etc., il se passe pas grand-chose. Ouais. Et ça, je vais vous faire un parallèle qui va peut-être vous parler, mais c'est un peu comme une relation amoureuse au final. On se rencontre, on se voit plusieurs fois, et puis à un moment où on se plaît, on s'embrasse, et puis au final, là, on n'a qu'une envie, c'est de poursuivre l'aventure. Ici, dans les entreprises, généralement, on se dit qu'on va attendre 3 mois avant de se revoir ou pas, et généralement, du coup, tout l'engouement peut vite tomber à l'eau. Donc le pré-boarding, c'est vraiment aussi l'art de créer du lien avant même le premier jour, créer du lien sur mais regarde, si on est un produit, on a développé une nouvelle fonctionnalité, elle sera prête quand tu arriveras, ça va être super. C'est inviter potentiellement à des after-work
ou à même des réunions d'équipe quelques semaines avant l'arrivée. C'est un manager ou la partie RH qui va prendre des nouvelles, qui va envoyer des infos sur l'entreprise. L'enjeu du pré-boarding, c'est vraiment de garder le lien entre ces moments qui sont un espèce de creux. Et c'est surtout une manière de préparer déjà la nouvelle recrue, qu'il ait déjà un pied dans l'entreprise. Et ça, c'est que de la marque employeur. Ouais. Parce que quand on est un candidat et qu'on se met du coup de l'autre côté de la barrière, on voit qu'il y a du lien qui est créé. Il faut pas trop en faire non plus, parce qu'on n'est pas dans l'entreprise. Il faut pas qu'on crée un effet stress. On m'attend, je vais avoir plein de missions. Donc c'est pas il n'y a pas de côté managérial, mais plutôt l'ambiance de l'entreprise et se sentir attendu. Eh bien, on parlait tout à l'heure des valeurs et on peut souvent voir des valeurs d'authenticité, de partage, de ce qu'on veut qui sont affichées sur des murs. Là, on les voit concrètement. Donc, le pré-boarding est vraiment un élément hyper important jusqu'à la veille de l'arrivée ou envoyer plein d'infos sur l'heure à laquelle la personne est attendue, sur le dress code aussi. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a rien de pire que la veille se dire est-ce que je viens en costume cravate et d'arriver avec tout le monde en jean chemise. Donc donner toutes les informations, donner aussi le planning à minima de la première journée. Et nous, généralement, on conseille des 2 premières semaines sur tu vas être accueilli avec un petit déjeuner, un déjeuner avec l'équipe, il y aura un point avec ton manager, et puis toute ta semaine va être rythmée de telle manière. Donc c'est vraiment l'idée de se sentir attendu. Dans certaines entreprises et en fonction de votre culture, on peut aussi envoyer un questionnaire un peu moins formel une semaine avant. Est-ce que tu préfères quelle viennoiserie, quel est ton goûter préféré, et puis préparer ça le jour J avec un poste de travail, un welcome pack et des éléments dédiés aux réponses de la personne. Donc hyper important cette partie pré-boarding. Voilà, quelques idées, l'invitation à un événement avant le premier jour pour faire connaissance, after work, déjeuner, réunion d'équipe, impliquer aussi toutes les parties prenantes. On en a parlé, les managers, l'équipe RH, mais aussi pourquoi pas l'équipe concernée. À partir d'une certaine taille, un système de buddy, de parrain, de marraine, on l'appelle comme on veut, mais ça va aussi prise de contact. Et vraiment ne soyez pas tournés uniquement vers l'administratif. Envoyez des nouvelles. Vous avez des nouvelles, un webinar par exemple, quelqu'un qui arrive chez Gifteo dans un mois, tiens, regarde, on fait un webinar, si tu veux venir, ce serait sympa. Rien que ça, ce sont des petites attentions, mais qui font les grandes relations. Tu juges ça assez récent parce que du coup, on sait qu'il y a 20 ans, il y a 20, 30 ans, si je prends l'époque de mes parents, c'est un peu vulgaire, mais ça marchait pas du tout comme ça. Ça date de quand, cette prise de conscience des enjeux de pré-boarding, des enjeux de la marque employeur pour toi? Ça fait quand même un moment. Ouais. Ça fait quand même un moment parce que les entreprises ont commencé à se tourner vers le pré-boarding autour de 2015, 2016, 2017 et des solutions sont arrivées sur le marché comme la nôtre depuis 2017, qui a été énormément accéléré depuis, et ça va être très bateau de dire ça, mais depuis les confinements et le Covid, puisque le télétravail, ou en tout cas le travail hybride, accélère cette phase a accéléré le gap entre le moment où on se dit oui et l'arrivée. Et puis Jonathan en parlait tout à l'heure, et ça, pareil, on va utiliser des mots qu'on entend de partout, mais on est dans une guerre des talents où les marchés sont hyper tendus, où les candidats ont 10 offres d'emploi tous les jours ou presque, et peuvent être beaucoup plus tentés d'aller voir ailleurs pour un meilleur salaire, pour une meilleure relation avec les nouvelles personnes. Et donc, l'enjeu du pré-boarding, c'est aussi de ne pas se prendre des no-shows. Et ça arrive beaucoup dans les sociétés où les compétences sont tendues. Je pense beaucoup aux ESN, les entreprises de services numériques, donc les entreprises qui recrutent beaucoup de personnes du digital, qui sont sursollicitées et qui parfois attendent un collaborateur le jour J et puis n'ont pas trop de nouvelles parce qu'elles n'en ont pas trop donné non plus, et puis la personne n'arrive pas. Si c'est une personne qui est censée être directement en mission chez un client en plus, il y a le coût du recrutement qui est raté, mais il y a aussi le coût de sa marque
sa marque employeur auprès des clients qui en prend un coup. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça fait quand même pas mal de temps, même si c'est un sujet là qui depuis 2 ans explose, parce qu'il y a une vraie nécessité de les travailler, et c'est pas évident quand on a 20, 30, 40, 50 recrutements dans l'année. C'est pour ça qu'il y a des solutions digitales qui permettent d'automatiser un maximum de tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est l'humain et les relations. Après, quand on arrive dans l'entreprise, on a 7 grands apprentissages pour une base solide, c'est-à-dire créer un onboarding qui soit structuré. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas attendre d'être 200 ou 300 pour pouvoir structurer son onboarding. Les bonnes habitudes qu'on prend quand on est 5, 10, 15, 20, et ben, ce sont les grands process de demain, tout ce dont on a parlé. Et c'est hyper important, même dès les premiers recrutements, d'avoir au moins une checklist avec les rôles de chacun et que tout le monde soit impliqué dans l'intégration d'un collaborateur pour toutes les raisons qu'on a vues plus tôt. Préparer un accueil dédié, ça paraît logique, mais c'est pas toujours le cas. Que le collaborateur se sente attendu, qu'il ait tout sur son poste de travail, un welcome pack, un déjeuner et des réunions régulières, au moins pendant les 2 semaines avec toute l'équipe. Important aussi de diffuser l'information petit à petit. Ça aussi, c'est un sujet de culture d'entreprise, mais on va pas donner toutes les informations dès le premier jour pour noyer la personne et qui prennent peur. On va diffuser petit à petit. Typiquement, un collaborateur n'a pas besoin de savoir et n'a pas envie de savoir comment il pose ses congés dans le détail la première journée. On peut attendre quelques semaines avant de lui envoyer toutes ces informations. Côté marque employeur aussi, formaliser l'informel, qui sont les moments les plus fédérateurs, mais se rappeler au bout de 2 semaines, 3 semaines, de faire un point même informel autour de la machine à café. Je t'entends parler pour les mauvais sujets, mais ça peut être aussi un bon moment, la machine à café. Organiser un after work 1 semaine après l'arrivée du nouveau collaborateur. Plein de choses. À partir d'une certaine taille, on en parlait aussi, mais attribuer un parrain, une marraine ou organiser des activités groupées pour les arrivées en masse, créer des promotions d'arrivée s'il y en a plusieurs, parce qu'on crée immédiatement du lien, une solidarité entre les promotions. Attention quand même à pas avoir un effet trop couche selon les promotions, donc à créer du lien entre tous les arrivants. Une forte culture du feedback dès le départ, et ça passe uniquement par les managers et par l'équipe RH qui doivent pousser ça. Et enfin, bah voilà, l'onboarding, c'est un pilier de la marque employeur pour toutes ces raisons. On en parlait, l'onboarding commence donc généralement de 3 mois à 1 mois avant l'arrivée et se termine au minimum jusqu'à la validation ou non, mais s'il a bien été fait, elle sera validée, de la période d'essai, avec des points de suivi réguliers, rapport d'étonnement, feedback sur l'onboarding, entretien semestriel ensuite, auto-évaluation, etc. Continuer ces moments informels, fêter le premier mois dans l'entreprise, fêter la validation de la période d'essai, etc. Et puis ensuite, après une intégration réussie, développer la cooptation. On en parlait, c'est jouer du coup sur cette marque employeur. Il faut que vous avez tout bien travaillé pour accélérer vos process de recrutement, pour diminuer les coûts grâce à la cooptation. Un petit conseil, n'attendez pas d'avoir levé des fonds et d'avoir des recrutements en masse pour concevoir un process d'onboarding structuré, parce qu'on le voit chez énormément de nos clients. Rattraper tout ça après est extrêmement long. C'est comme rattraper 1,5 sur 5 sur Glassdoor. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens, alors que on aurait pu avant, petit à petit, étape par étape, créer un super process d'intégration. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à scanner le petit QR code. On a un long livre blanc sur l'onboarding ou l'art de fidéliser ses salariés, qui vous donnera toutes les clés, des checklists aussi déjà préparées en fonction des différentes phases. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on est sur la marque employeur, mais il y a aussi un énorme aspect juridique et légal sur l'intégration. Et donc, vous retrouverez tous les détails ici.
On va de toute façon vous faire parvenir plusieurs informations, plusieurs éléments, dont les supports de présentation évidemment, mais on ira un peu plus loin dans les supports qu'on pourra vous envoyer et vous faire parvenir sur les informations qui ont été communiquées, sur la possibilité d'aller plus loin, sur les coordonnées. Effectivement, on va revenir vers vous pour avoir toutes les informations complémentaires. Merci Geoffrey, en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. Je laisse la parole à Grégoire maintenant. Ouais. Parce Yes, qu'effectivement, merci tu disais que beaucoup. ça s'arrêtait au niveau de la période d'essai. À la fin de la période d'essai, on va voir, grâce à Grégoire, qu'en fait, ça continue et qu'on peut faire des choses bien au-delà de la fin de la période d'essai et tout au long de la vie du collaborateur. Il y a des choses à faire. Je vais te Tout à fait. partager le support. Greg, je te laisse te présenter du coup. Ouais, tout à fait. Du coup, alors, mon intervention, je vais en fait illustrer tout ce qu'ont dit Jonathan et Geoffrey avec un cas concret et des actions concrètes également à mettre en place. Alors, donc moi, je suis Grégoire, donc je suis le responsable du développement de Gifteo, qui est en fait une plateforme d'avantages type CSE, mais adaptée pour les petites structures. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, alors ça touche le recrutement entre autres, mais qu'il y avait beaucoup d'inégalités entre les salariés des grands groupes et les salariés des petites structures qui n'avaient pas tous ces avantages que peuvent proposer en fait les comités d'entreprise. Du coup, voilà, on a développé cette plateforme pour réduire le turnover et pas mal d'aspects d'un point de vue RH. Ça marche. Et donc, pour vous expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi du coup je suis légitime aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là, c'est que j'ai occupé, comme Jonathan en plus, un poste de consultant en recrutement. Du coup, pour un grand groupe anglais, donc pendant 2 ans, et je recrutais en fait principalement pour les TPE et les PME. Donc c'est là en fait où j'ai rencontré aussi et j'ai découvert leurs problématiques de manière générale. Et en gros, alors, le métier de consultant en recrutement, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, pour faire simple, en fait, c'est des TPE et des PME qui me confiaient de leur recrutement sur différents profils. Et du coup, mon objectif, c'était en fait de leur trouver des candidats, tout simplement. Donc d'identifier plusieurs candidats, de leur proposer, d'organiser des entretiens et du coup les aider jusqu'à la proposition d'embauche. Du coup, donc je voyais tout le processus de recrutement de ces TPE, PME, on va dire de A à Z. Et du coup, donc c'est pendant cette expérience-là où j'ai bien compris la problématique que pouvaient rencontrer ces sociétés à taille humaine pour recruter, attirer et fidéliser du coup des candidats face par exemple à un grand groupe. Ce qui m'amène du coup donc à vous raconter une petite histoire qui m'était arrivée pendant cette expérience-là. Donc je recrutais pour une PME de 25 collaborateurs qui était basée dans le 11e arrondissement de Paris. Donc c'était une société dans le domaine de la communication. Une entreprise plutôt jeune et dynamique, donc dans laquelle les salariés se sentaient plutôt bien, donc il n'y avait pas beaucoup de turnover. Là, c'était le responsable comptable qui était parti pour de nouveaux horizons. Du coup, il fallait le remplacer. Donc mon client avait des attentes bien précises, hein, donc une expérience bien précise attendue, une personnalité qui colle avec, on va dire, le mindset de l'entreprise, et une personne aussi qui souhaite évoluer, car à terme, il y avait tout le service comptable à structurer et à développer. Donc sur le papier, c'était un poste honnêtement plutôt intéressant pour un métier comptable. Donc il fallait quelqu'un d'un petit peu ambitieux et on va dire que c'est assez rare de trouver des missions avec des perspectives d'évolution à court terme et surtout des missions de structuration d'un pôle comptable. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose, enfin en tout cas un poste qui était attractif dans une société qui semblait aussi attractive. Donc voilà, donc après quelques recherches, j'ai identifié plusieurs candidats que j'ai rencontrés en physique. Donc pour bien m'assurer que, on va dire que le candidat et sa personnalité allaient matcher avec les attentes de mon client. Et en fait, parmi ces 3 candidats, il y en avait vraiment un qui cochait vraiment toutes les cases. Je me suis dit, celui-là, voilà, il va vraiment faire l'affaire. Il a les compétences, il souhaite évoluer, il a la bonne personnalité. Donc je vais le faire rencontrer à mon client. Donc, mon client rencontre les 3 candidats, et donc à la fin de ces rencontres-là, il me fait aussi comprendre que mon candidat coup de cœur était aussi son candidat coup de cœur. Donc je me dis qu'à partir de ce moment-là, c'était plutôt bien parti. Souvent, quand ça match des 2 côtés, voilà, ça va jusqu'au bout et le candidat, de manière générale, est engagé par la suite. Du coup, donc quelques jours plus tard, après s'être rencontrés, mon candidat m'appelle pour me dire qu'il a quand même un autre entretien de prévu. Ce qui arrive souvent, hein, les candidats quand ils sont en recherche, on va dire qu'ils élargissent leurs possibilités.
et du coup que cet entretien est dans un grand groupe. Donc je me dis ok, bah pas de souci. Mon candidat avait l'air d'être plutôt intéressé par la flexibilité d'une petite structure, donc voilà, il souhaite quand même y aller pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc moi je lui dis que en tout cas si lui est ok, mon client va se positionner. Voilà, donc il m'a dit qu'il était en mesure de me donner une réponse rapidement. J'appelle mon candidat pour débriefer son entretien dans le grand groupe. Il me dit que pour lui, c'est plutôt un oui oral pour mon client, parce que voilà, il lui a un bon feeling. Et les missions étaient plus intéressantes chez mon client que dans le grand groupe. Du coup, je me dis, bah écoute, super, c'est parti. Et là, du coup, première problématique, c'est j'ai un petit peu du mal à avancer avec lui sur la partie contractuelle. Donc, je lui envoie la promesse d'embauche, il n'est pas très réactif, il me répond pas tout de suite. J'ai du mal à l'avoir au téléphone. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un souci. Pendant une semaine, j'ai pas de nouvelles. Donc, je rappelle mon candidat, j'arrive à l'avoir au téléphone. Et là, en fait, il me dit qu'il donnera pas suite à la proposition de mon client et qu'il avait surtout accepté la proposition du grand groupe. Donc là, je tombe un peu de haut. Alors, je pense que Jonathan a dû avoir un peu aussi de temps en temps la même expérience sur des recrutements, hein. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, pour moi, tout était carré, tout était booké, il était OK. Donc, je tombe un peu de haut. Et du coup, je me pose la question, bah, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis, quoi? J'ai creusé, donc je lui ai posé pas mal de questions. J'ai essayé de comprendre ce qui l'avait fait changer d'avis. Et en fait, concrètement, c'était les avantages que pouvait proposer le grand groupe. Et donc en fait, quand on parle d'avantages, c'est pas forcément la rémunération, mais c'est vraiment tout ce que peut proposer aujourd'hui le comité d'entreprise. C'est-à-dire des chèques cadeaux, c'est-à-dire du remboursement sur facture pour les vacances, une plateforme d'avantages. Mais en fait, plus globalement, ce qui l'a fait changer d'avis, du coup, c'est la politique d'avantages qui était en place dans ce grand groupe-là. Et ce que n'avait pas du tout aujourd'hui mon client, voilà, ma PME, parce que bah, c'était pas dans les mœurs. Exactement, dans les habitudes des structures à taille humaine de mettre en place ces actions-là. Mais du coup, voilà, concrètement, c'est là où je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose à ces entreprises. Parce que pour moi, une TPE, une PME, c'est beaucoup de flexibilité, des perspectives d'évolution qui sont souvent plus rapides que dans un grand groupe. Mais il manquait vraiment cet aspect avantage et politique d'avantage de manière générale. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réfléchi à une solution pour pouvoir faire en sorte que ces TPE et ces PME puissent proposer les mêmes avantages que dans les grands groupes. Ce qui m'amène du coup maintenant à vous parler un peu du deuxième thème, c'est donc de ma présentation, c'est stop aux avantages vitrines. Alors, c'est un thème assez court. Hop. Qu'est-ce qu'un avantage vitrine? Pour moi, c'est soit un avantage qui n'en est pas un, ou on va dire une image qu'essaie de donner l'entreprise sur les photos qu'elle pourra mettre sur Welcome to the Jungle ou dans les annonces, mais qui au final ne sont pas de réels avantages pour le salarié. Je vous donne 2 exemples concrets. La première chose que je rencontre souvent et que j'ai rencontré dans mon ancienne expérience, c'était le fait de mettre en avant le remboursement de la moitié du transport entre lieu de travail et lieu d'habitation pour le salarié, ainsi que la prise en charge de la mutuelle. C'est quelque chose de typique que mettre en avant les TPE et les PME lors des entretiens d'embauche. Quand le futur salarié demande voilà qu'est-ce que vous avez comme avantage, souvent dans ces structures on répond voilà vous avez la mutuelle et le transport qui est pris en charge. Ça c'est pas un avantage. C'est quelque chose qui est complètement légal. Le transport, c'est une obligation de l'entreprise de rembourser un minimum 50% de l'abonnement sur les transports en commun public. Donc on ne peut pas le considérer comme un avantage. Après, voilà, il y a d'autres spécificités. Par exemple, si le salarié se rend sur le lieu de travail avec son véhicule personnel, là, il n'y a pas d'obligation de remboursement, mais ça peut être des choses qui peuvent être négociées par un accord collectif entre l'employeur et les organisations syndicales, ou dans les plus grosses structures, entre l'employeur et le CSE. Pareil, concernant la mutuelle, c'est la même chose. Donc en fait, l'employeur du secteur privé doit faire bénéficier à tous ses collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté, du régime en fait de remboursement complémentaire des frais de santé. Et là aussi, il doit prendre à sa charge minimum 50% de la cotisation.
Et en fait, la problématique, quand ces entreprises mettent en avant, on dire ces 2 points comme des avantages, c'est qu'ils décrédibilisent complètement leur politique d'avantage. Et pareil, donc le deuxième point, pour moi, un avantage vitrine, c'est quoi? C'est de mettre en avant le baby-foot à la cafétéria et les mugs aux couleurs de l'entreprise. Alors, c'est très important de les mettre en place et de les mettre en avant, mais à d'autres étapes, mais on ne peut pas en parler comme un avantage. Et j'ai souvent rencontré aussi des dirigeants ou des responsables RH qui mettaient ça en avant comme un avantage. Pour moi, ça fait partie de la vie de l'entreprise, mais c'est pas des choses à laquelle s'attendent en tout cas les candidats. C'est pas vecteur de recrutement, ça va pas attirer et ça va pas fidéliser. Exactement. C'est pas là-dessus que le salarié va se dire ah ouais ça y est, j'ai eu un coup de cœur pour cette entreprise. En plus, je vais avoir un magnifique pull avec le logo dessus. Voilà. C'est pas là-dessus en tout cas que le salarié attend des actions concrètes de la part de l'entreprise. Du coup, ce qui m'amène à la dernière partie de ma présentation, qui est en fait comment tourner en fait l'entretien d'embauche à mon avantage. Alors, pour moi, il y a une première partie qui est primordiale et on ne peut pas passer à côté, c'est d'abord de s'intéresser au candidat. Comprendre un petit peu ses attentes, sa feuille de route, ce qu'il attend de l'entreprise à court terme, à moyen et à long terme, pour pouvoir par la suite lui expliquer les missions du poste, de manière concrète. Je vous donne un exemple. Si vous avez un candidat qui attend de la reconnaissance et de la formation continue tout au long de son parcours, et du coup, ça, c'est les choses que vous devez identifier quand vous lui posez des questions. À ces interrogations-là, vous devez lui répondre par des choses concrètes. Voilà, nous, ce qu'on met en place concrètement pour la formation continue, c'est vous avez une formation d'une semaine à votre arrivée, et derrière, tous les mois, vous avez des points sur vos axes d'amélioration que vous travaillez avec votre manager mensuellement. Et ça, vous l'avez tout au long de votre cursus dans l'entreprise. Là, c'est une action concrète. Pareil sur la reconnaissance, votre manager, pour tout ce qui est, si vous atteignez vos objectifs, par exemple, il est là pour vous récompenser. Il y a un pot qui est organisé tous les mois avec tous les salariés pour récompenser les meilleurs commerciaux, par exemple. Donc ça, c'est des actions concrètes auxquelles le candidat pourra se rattacher pour, s'imaginer, au quotidien dans l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est la première chose la plus importante. La deuxième chose, comme on l'a vu du coup dans mon exemple quand je faisais du recrutement, c'est de mettre en place une vraie politique d'avantage. Et c'est là où on va jouer, où on va rentrer en jeu avec Gifteo, c'est que dans l'exemple que je vous ai donné, on a bien vu que ce qui manquait à cette PME, c'était une vraie politique d'avantage. Ce qu'on a lancé avec Gifteo, c'est une plateforme d'avantage type CSE, mais adaptée pour les TPE et les PME. Donc en gros, concrètement, c'est une plateforme sur laquelle le salarié va pouvoir retrouver des réductions sur des milliers de produits et services, mais ça va toucher à tout ce qui est billetterie, cinéma, les parcs d'attractions, les voyages, les salles de sport. Donc en fait, ça va vraiment jouer un rôle aussi sur son pouvoir d'achat. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Donc il y a la plateforme d'avantage, mais vous avez également la possibilité de mettre en place des chèques cadeaux, par exemple. Et ce qui est avantageux pour l'employeur avec la mise en place de ces chèques cadeaux, c'est que vous allez pouvoir défiscaliser tout ça. En gros, l'URSSAF a défini 9 événements pendant lesquels l'entreprise peut offrir jusqu'à 171 €. Je crois que ça passe à 183 € en 2023 pour le coup, par événement et par salarié. Et en gros, vous avez 9 événements URSSAF qui vont être Noël, les départs à la retraite, la rentrée scolaire, les mariages, les Pacs, la Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, etc., etc. Donc ça peut venir compléter ce que vous mettez en place avec la plateforme d'avantage. On a aussi du coup des modules de remboursement. Donc, ce sont des modules de remboursement sur facture. Et là, pareil, l'URSSAF a défini des règles comme quoi tout ce qui est lié au remboursement, lié au voyage, au sport, à la culture et aux loisirs, vous n'avez pas de limite de remboursement et du coup, vous ne payez pas de charge sociale dessus. Donc en fait, c'est à vous de définir les règles en amont. Derrière, le salarié achète sa prestation, son voyage, et du coup fait une demande de remboursement sur le voyage qu'il a payé au préalable. Vous remboursez le collaborateur, vous ne payez pas de charge dessus. Et du coup, donc, ce sont 3 actions, donc la plateforme d'avantage, les chèques cadeaux et le remboursement sur facture, qui vous permettent de rendre votre société aussi attractive qu'une grosse structure. Parce que concrètement, ces actions-là, c'est exactement ce que met en place aujourd'hui les CSE dans les grands groupes.
Et donc nous, voilà, donc c'est sur cette politique d'avantage qu'on va pouvoir vous accompagner avec Gifteo. Et du coup, bah, le dernier point, ça va être la vie de bureau. Et celle-là, on va pouvoir mettre en avant le baby-foot à la cafétéria, le pull aux couleurs de l'entreprise. Mais on va dire que ça va venir embellir un petit peu on va dire tout le reste, hein, donc les perspectives d'évolution et la politique d'avantage. Et c'est là aussi, ça va recouper un petit peu avec ce que disaient Geoffrey et Jonathan sur la marque employeur, mais il faut que le salarié se sente bien dès les premiers instants et puisse, on veut dire, s'imaginer un quotidien au sein de l'entreprise avec des actions concrètes. Donc voilà, très important de toujours donner des actions concrètes de ce que vous mettez en place dans votre entreprise, que ce soit du coup sur les perspectives d'évolution, la politique d'avantage ou la vie de bureau. Effectivement, et c'est vraiment dans l'imaginaire collectif quelque chose qui est rattaché à la taille de la structure. On se dit toujours, effectivement, grand groupe égale avantage, petit groupe, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant. Exactement. Et ça va jouer sur l'attractivité de l'entreprise, les recrutements, fidéliser les collaborateurs, mais donc bien entendu l'amélioration de la marque employeur. Et surtout en ce moment qui est un sujet d'actualité, ça va être aussi du coup l'augmentation du pouvoir d'achat des collaborateurs. Parce que sur une plateforme d'avantage, le salarié va pouvoir économiser entre 1000 et 2500 euros par an, facilement. Donc c'est aussi ça qui va jouer lorsque vous êtes une PME et que vous faites une proposition à un candidat. Ce genre d'outils peuvent être vraiment intéressants pour, on va dire, vous rendre plus attractif. Merci à tous les trois d'avoir pu du coup partager cette expertise-là. On a bien vu effectivement que ce fil rouge en fait entre la prise en considération, la compréhension de ces enjeux de la marque employeur, le fait de l'implémenter dans un parcours d'onboarding, de pré-boarding, et ensuite le fait de le faire vivre tout au long de la vie du collaborateur, c'est vraiment une notion qui est à suivre et à garder en esprit en fait tout au long de la vie de l'entreprise. Effectivement, si je reprends un peu presque la métaphore du tabouret, il y a effectivement ces trois piliers, mais ça vaut le coup aussi de l'intégrer comme ça aussi comme trois piliers, de vraiment ne pas le rater et de ne pas l'omettre tout au long de la vie. Merci à vous. L'idée maintenant de pouvoir continuer à partager ensemble, c'est de pouvoir répondre à certaines de vos questions, certaines de vos interrogations. Je sais que moi, j'en ai déjà plusieurs que j'avais réfléchi au long de cette présentation, mais il y en a déjà une première qui a été posée. Allez, si je peux la poser à Jonathan ou si quelqu'un d'autre souhaite y répondre. Mais est-ce qu'il est possible, c'est une question de Charlotte, de refidéliser un salarié mécontent ou à 2 doigts de partir? Je crois que vous le disiez, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, c'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup de ressources. Mais bon, est-ce qu'il est possible quand même de le faire? Alors, la réponse, c'est que ça dépend de l'état où est le salarié. C'est-à-dire que si pour lui, des jeux sont faits et il veut partir ailleurs, ce sera très compliqué de le garder. Et je pense que derrière cette question, c'est que c'est vraiment quelqu'un de valeur et on n'a pas envie de le perdre. J'ai cité effectivement les trois éléments qui participent au départ. On peut le faire, mais c'est un accompagnement RH. Il faut déterminer qu'est-ce qui le pousse à partir. Alors, si c'est une découverte d'un autre univers, et ça, on a souvent avec des jeunes qui ont fait leur première expérience, qui veulent faire 2 ans ailleurs, etc. Là, ça va être difficile parce que c'est dans leur mentalité, ils n'ont pas envie encore de se poser. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a un ennui avec dans les projets, il y a peut-être une difficulté avec le manager, un sentiment de ne pas développer des compétences. Donc, un bilan RH est fondamental. S'il y a eu ce discours, j'ai envie de partir, ce que je suis toujours étonné, c'est qu'il n'y a pas de… Souvent, la RH devrait dire, mais alors pourquoi tu pars? C'est quoi les facteurs qui te poussent à partir? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer cela? Et déjà recueillir ses impressions. Déjà, on pose des questions à la personne, je veux partir ailleurs. Ouais. Et si derrière, ces attentes, c'est des choses que l'on peut changer, des choses qu'on peut modifier, lui donner de la perspective. Parfois, c'est de la visibilité, parfois, c'est je vais avoir une journée de télétravail en plus parce que c'est trop compliqué. En ce moment, j'ai un petit bébé, ça m'arrangerait la vie parce que sinon, je cours après. Enfin, voilà, se mettre individuellement, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les différents facteurs et lui demander, et ça c'est le rôle des RH normalement, de donner d'être le plus transparent possible. Le rôle des RH, c'est pas d'être le porte-parole et d'un seul coup transmettre ça au manager, mais en fait il a du mal à s'entendre avec toi. C'est pas du tout le rôle d'un RH. Le rôle d'un RH, c'est de faire le filtre, de déterminer qu'est-ce qui est acceptable ou pas, qu'est-ce qu'on peut modifier, et à des collaborateurs qui, moi, je veux partir, j'ai pu les retenir et en disant, écoute, réserve ta réponse, donne-moi au moins une semaine, je travaille dessus et je te fais une proposition d'accompagnement. C'est pas forcément que le salaire.
souvent on pense, on dit ouais, mais en fait, il va demander le salaire. Il y a tout un ensemble. Et il faut voir, est-ce que je donne ça, est-ce que ça te donne envie? Et puis au bout d'un moment, quand on a proposé ça et on voit, non, mais en fait, moi, j'ai fait mon choix, Ouais. c'est comme ça, il faut laisser partir les enfants de la maison, ils ont grandi, et en fait, ils considèrent qu'ils n'ont plus rien à apprendre au sein de la structure, et ils s'imaginent déjà ailleurs. Par contre, il y a eu en face une autre entreprise avec une belle marque employeur qui les a attirés et ils ont envie d'y aller. C'est le message qui sera toujours important auprès de ce type de collaborateurs qu'on a envie de garder, c'est leur dire, tu pars, mais tu peux revenir quand tu veux. Et souvent, cette phrase simple est souvent peu dite parce qu'il y a un petit côté vexé parfois de l'employeur ou du manager qui considère il part voilà, pour quelqu'un d'autre de mieux, je sais pas, c'est bien pour lui. Si on lui dit, écoute, tu pars, et puis si jamais ça se passe pas bien, tu désires revenir, tu pourras revenir, la discussion sera ouverte. Je peux vous dire que ça participe à la réflexion et il y a parfois des collaborateurs, et ça se voit, qui reviennent parce qu'ils ont eu plaisir d'avoir eu cet échange au départ. Et ça, c'est important. Il faut laisser passer les côtés sentiments, vexations, ego personnel et se dire que à force depuis des années à pousser les personnes à réfléchir à leur employabilité en dehors de l'entreprise avec les entretiens professionnels, à s'imaginer une carrière, à développer leurs compétences, qu'ils décident d'aller voir ailleurs pour développer leurs compétences, c'est bien, il y a de l'ambition, il y a quelqu'un qui veut évoluer, qui ne veut pas stagner. Donc, il faut favoriser et encourager ça. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Geoffrey? Ouais, non, mais c'est une super question déjà à la base et une super réponse de Jonathan parce que euh, l'offboarding, le départ, est un gros sujet. Euh, et c'est important parfois de pas s'entêter à vouloir garder quelqu'un qui n'a pas envie de revenir, mais de l'accompagner dans son départ pour encore une fois en faire un ambassadeur et en faire pourquoi pas un employé qui revient. C'est le phénomène des employés boomerang qui explose aux États-Unis et qui grossit énormément en France, de plus de 10%, en croissance de plus de 10% cette année. Donc, travailler son parcours d'offboarding avec, encore une fois, on se répète un peu, mais une grosse culture du feedback. Pourquoi tu pars? Comment on aurait pu l'éviter plus tôt? Ou identifier plus tôt ce qui s'est passé? Évidemment, apprendre de ses erreurs. Pourquoi pas, si c'est quelqu'un qu'on aime bien, organiser un petit peu de départ et un petit cadeau par l'équipe. Pourquoi pas aussi prendre, si ça s'est bien passé, prendre des nouvelles. C'est l'inverse du pré-boarding, mais prendre des nouvelles 3 mois après, 4 mois après. Comment se passe ton nouveau job? Est-ce que tu es heureux? On espère que tout va bien. Et ça, c'est encore une fois, on est en plein dedans, la marque employeur, quelle valeur on a dans cette boîte et comment on fait pour fidéliser les autres. Parce que même si la personne ne revient pas, elle va pouvoir dire à quelqu'un d'autre, écoute, moi j'étais dans cette boîte, ça s'est pas très bien passé pour moi, mais quand même, tu peux aller voir, ils recrutent, ça peut être sympa. Et surtout aussi se remettre en question sur qu'est-ce que j'ai bien fait, donc qu'est-ce qu'il faut remettre en place, qu'est-ce que j'ai mal fait, ou qu'est-ce que je peux améliorer. Pourquoi ce salarié est parti alors que moi je l'aimais bien et j'avais pas envie qu'il parte, qu'est-ce que j'ai pas pu lui apporter, pour pouvoir sur les prochains salariés, pourquoi pas réfléchir à une perspective d'évolution un petit peu plus rapide ou autre, pour on va dire pouvoir garder les meilleurs candidats sur du long terme. J'avais une question, moi, qui, j'espère, ne froissera personne dans l'audience. Mais est-ce que le Chief Happiness Officer, c'est un avantage vitrine? Ou c'est quelque chose qui est un peu superficiel? En fait, encore une fois, pour moi, ça dépend des actions qu'il va mettre en place. Ouais. Parce qu'il a un rôle au sein de l'entreprise pour créer du lien entre les salariés. Certes, si son rôle c'est uniquement d'organiser un apéritif tous les mois et commander les pulls avec le logo, là pour moi oui, ça va être un avantage vitrine. Si son rôle c'est concrètement mettre en place des actions de fidélisation, de mise en place de la politique d'avantage, parce qu'il va aller rencontrer des candidats, enfin les salariés, il va leur poser des questions. Qu'est-ce que vous attendez de la société en termes de politique d'avantage, etc., etc. S'il met en place des actions concrètes, c'est pas du tout un avantage vitrine. Mais voilà, concrètement, ça va dépendre des actions qu'il va pouvoir mettre en place dans la société. Et s'il n'y a pas une vraie volonté de la direction de travailler sur ces choses-là, la personne peut vite être bloquée. Donc ça peut vite être frustrant. Donc les moyens mis à disposition.
Absolument. La marque Ouais, et employeur, pour c'est rajouter, excuse-moi, Geoffrey. non, vas-y, j'allais dire que la marque employeur, c'est le reflet des dirigeants et de leur volonté de créer un groupe plutôt que des résultats. Absolument. Et puis à la fin, quand on a un chief officer à qui on demande simplement d'organiser des apéritifs, bon, c'est un coût. Est-ce que ça apporte vraiment de la valeur? Et derrière, comme vous disiez, Geoffrey, c'est aller se poser des questions, faire monter en compétence les collaborateurs, s'assurer qu'il y a du bon lien social. À la base, c'est le rôle d'un DRH. Et que voilà, donc c'est un changement de terme pour dire on veut pas un DRH qui nous embête avec ses textes de loi, mais par contre on veut qu'il apporte tout le côté développement RH. Un responsable développement RH, un DRH, vous n'avez pas ça, il y a des solutions. Je ne sais pas pour ma paroisse, mais vous avez besoin de bras. Et vous avez vu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est les actions, c'est de l'accompagnement, c'est de la réflexion. Ça prend du temps. Alors, si vous avez les moyens de le faire chez vous et que vous avez les personnes compétentes pour le faire, et que vous n'avez pas eu le temps de le faire et que vous attendiez ce webinaire pour le faire, allez-y. Maintenant, vous avez les rappels de pourquoi c'est aussi important de le mettre en place. Si vous manquez de bras, là, évidemment, il y a des relais et il y a des solutions en face de vous pour pouvoir vous accompagner avec des actions très, très concrètes pour s'assurer, recruter les bonnes personnes, les faire monter en compétences, pour faire en sorte qu'elles aient une bonne intégration et puis pour proposer aussi un package de rémunération et d'avantages sociaux qui soient vraiment pertinents. Là, je pense qu'en plus, vous avez les trois personnes qui font l'ensemble de la boucle sur cette partie-là. Et on n'a pas organisé d'apéritif encore. Et là, déjà, ça donne envie de rejoindre des entreprises. Il y avait une question de Mélissa sur l'onglet qui était dédié concernant la notoriété de la marque employeur sur les réseaux sociaux. Auriez-vous des précisions sur la façon de mettre à disposition des salariés ou ambassadeurs un contenu qui soit en accord avec les valeurs de l'entreprise? Je pense que pardon, j'allais juste dire rapidement parce que tu en as parlé tout à l'heure. En fait, je voulais rebondir sur ce que tu as dit au début. Tu as dit que ce sont les salariés ou les groupes qui font la notoriété des entreprises sur les réseaux sociaux, beaucoup. Notamment sur Glassdoor, tu as pris ensuite l'exemple de Twitter, etc. C'est quelque chose que nous, on pousse énormément lors des processus d'intégration. Évidemment, pas le premier jour, mais durant les 4 premiers mois, il n'y a que les salariés qui sont fraîchement arrivés donnent leur avis sur les réseaux sociaux, s'ils sont satisfaits ou non, mais en tout cas, qu'ils donnent leurs avis, qu'ils aillent mettre un commentaire sur Google, ça fait quelques mois que je suis arrivé, qu'ils publient sur LinkedIn leur processus d'intégration aussi, et qu'ils soient proactifs là-dedans. Alors, on peut les aider aussi en leur donnant des exemples de contenu ou du matériel, des visuels, etc. Mais tout ça, la communication externe est aussi un énorme point sur toute l'intégration. Pour rebondir sur ce que tu dis, Geoffrey, c'est que dans la question de Mélissa, en fait, elle est double. Il y a la question de contenu et en même temps, alors sur la forme et sur le fond. Sur le fond, vraiment une partie DRH, il y a une question souvent que je pose, parce qu'il se pose parfois 25 000 questions par rapport aux valeurs, etc. Poser la question, c'est quels sont les facteurs qui motivent vos collaborateurs à rester chez vous? Pourquoi ils restent chez vous? C'est pourquoi ils vont pas ailleurs, avec notamment les facteurs. Je me souviens d'une entreprise, ils disaient oui, en fait, on a un turnover trop important, les collaborateurs partent, etc. C'est parce que notre politique de rémunération est mauvaise. Et quand je leur pose la question, mais combien de temps ils restent? Il reste 4 ans. Je dis c'est bien, c'est la moyenne aujourd'hui du marché. Vraiment, on les paye pas assez. Oui, mais s'ils restent et qu'ils sont pas payés, ils sont sous-payés, pourquoi ils restent? Ils ont une super formation chez nous. Voilà, en fait, déjà, votre promesse employée. Venez chez nous, vous allez être formé, vous allez apprendre et vous allez développer votre employabilité. Puisque de toute façon, ces personnes-là, est-ce que vous pouvez les garder au-delà? Je dis, non, on peut rien faire au niveau de la rémunération, on est bloqué. Un grossiste en informatique. Je dis, c'est votre promesse employée. Et pourquoi ils viennent chez vous? Parce qu'on fait très attention, on leur facilite la vie, ils ont la grande flexibilité au niveau des horaires, ils doivent aller chez le médecin, ils ne doivent pas forcément poser une demi-journée. Voilà, enfin, c'est des choses comme ça. Mais je dis, ça y est, vous avez votre contenu, mettez-le en avant. Et si vous regardez ce que font aussi les personnes en best practice sur ces valeurs de l'entreprise, c'est
Le fait de dire, voilà, il y a de la transparence, on vous accompagne, d'accompagnement, etc., montrez-le. C'est quoi le parcours du recrutement avec une infographie? Je vous invite à aller regarder, par exemple, Deloitte, leur site sur comment ils recrutent. Il y a tout un parcours, un truc un peu sympa, une infographie, un coup d'œil, on sait comment ça va se passer. Cherchez pas la complexité, posez des questions. Ceux qui sont capables de mieux vous répondre à ce type de questions sont vos collaborateurs. Faites un sondage, demandez, allez les voir individuellement. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu préfères être ici qu'ailleurs? Qu'est-ce qui est mieux ici que par rapport aux concurrents? C'est verbalisé et donc vous avez du contenu. Ça, c'est l'élément sur lequel je pouvais partager. Et puis, sur la mise en forme, par contre, là, la mise en forme aura aussi une importance. Et là, c'est la partie plus marketing. Si vous avez besoin d'être accompagné au niveau marketing, n'oubliez pas, faites-le pour que au moins soit un peu sexy et ça donne envie de lire rapidement. Pour conclure, moi, j'aurais une question à vous poser à tous les trois. Selon votre prisme et du coup, selon votre secteur d'activité, je sais que ça va être un peu orienté, mais si vraiment, là, aujourd'hui, vous deviez dire à quelqu'un pour repartir avec une action concrète, là, dans ton quotidien, tout de suite aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire pour développer ta marque employeur? Selon le prisme de Geoffrey, Jonathan ou Grégoire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil concrètement maintenant applique ça au quotidien maintenant, dès demain? Moi, ce serait simplement d'être vrai dans la manière dont on veut faire les choses. Et comme vient de le dire Jonathan, très justement sur la partie communication, poser des questions à ses salariés. Être vrai dans l'échange, qu'est-ce que je peux améliorer aussi? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on fait mal? Donc voilà, être vrai. Je rejoins Geoffrey, c'est ce que j'allais dire, c'est s'intéresser au quotidien des salariés. Parce que par exemple, quand on est dirigeant, on n'est pas forcément dans le quotidien, dans ce qu'ils font en dehors du bureau aussi. Donc c'est s'intéresser aux salariés, leur poser des questions et prendre du recul sur ce qui est mis en place depuis un moment. Pour derrière mener des actions concrètes pour augmenter cette marque employeur. Pour ma part, on a une checklist sur référence DRH, marque employeur, et donc vous pouvez déjà commencer à cocher les cases. Je ne sais pas si tu partages le lien, Émeric, mais voilà, vous avez cette partie-là, mais je rejoins effectivement ce qu'ont dit Geoffrey et Grégoire. Dans le plus urgent, vous avez besoin de candidats rapidement, parce que c'est votre enjeu. Expliquez le parcours, faites de l'entretien de recrutement, faites en sorte de répondre aux emails. Si vous n'avez pas d'outil de gestion de candidature, mettez-le en place. Il y a des solutions qui existent, qui sont efficaces, pas chères et qui font un feedback et vous avez cette visibilité-là. Donc ça, c'est de la partie recrutement. Et surtout, tenez votre promesse. Parce que dire, voilà, on vous voit au bout de 15 jours, etc. Respectez le processus RH qui est mis en place. Ça, c'est la partie recrutement. La partie fidélisation, faites parler vos collaborateurs, mettez-les en avant. C'est vos meilleurs ambassadeurs, c'est vos meilleurs commerciaux de votre notoriété. Un petit témoignage, une photo simple, il n'y a pas besoin de forcément faire venir un photographe. Il y a des smartphones ultra HD aujourd'hui avec 3 questions posées et la réponse pourquoi tu nous as rejoint, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui au sein de l'entreprise. Et voilà, c'est écrit. L'idéal, c'est la petite vidéo, mais vous pouvez faire ça avec les moyens du bord. On vous en voudra pas. Ça vous donnera la crédibilité et l'humanité. Et on se dira, je rejoins en fait non pas une institution qui est bing-bing partout, mais je rejoins des gens, des hommes et des femmes qui vont faire en sorte de participer à mon développement. Je vous rappelle que Henry Ford disait qu'il y a une chose qui n'apparaît jamais au bilan des entreprises, c'est la notoriété de l'entreprise et les hommes et les femmes qui la composent. Donc, mettez ça en avant. La notoriété, elle viendra par le témoignage de vos collaborateurs. Là, vous arrivez à. Enfin, les 3 réponses sont complémentaires et il y a vraiment ce côté dialogue et prise en considération de l'humain qui est vraiment à mettre en place. Et c'est presque la première étape à faire pour développer sa marque employeur. Carrément. Complètement. Je vous ai proposé du coup la checklist. Ce que je vous encourage à faire, vous toutes et tous qui avez participé à cette première étape, ce premier événement, c'est d'aller découvrir du coup Gifteo, c'est d'aller découvrir Référence DRH grâce à Jonathan, c'est d'aller découvrir aussi l'outil mis en place, Wobi, par Geoffrey. Allez vous intéresser à ces solutions qui sont concrètes à mettre en place et pour développer votre marque employeur. Restons en contact. L'idée, moi, c'est que j'avais partagé ici, c'est les informations de contact. Discutons-en, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est assez passionnant. C'est un sujet qui est dans l'air du temps, assez récent, effectivement, on l'a dit, mais qui prend vraiment de l'importance. Et les répercussions et vraiment les conséquences de la marque employeur sont vraiment visibles et très importantes. Donc, gardez-les à l'esprit. Je peux vous laisser le mot de la fin si vous le souhaitez,
messieurs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel événement de Talk Up. Et merci de votre attention. Eh ben, merci Aymeric d'avoir tout organisé. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi à Jonathan et à Geoffrey et également à Aymeric d'avoir tout organisé. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur les différents services, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et à toutes pour votre participation, votre présence et puis au plaisir d'échanger à nouveau avec vous tous pour ces sujets passionnants au niveau RH. Merci beaucoup. beaucoup.